Je crois qu'on peut commencer, on peut lancer notre événement. Bienvenue à tous. Je suis Taïsé Felino. Je suis au Brésil de la campagne de l'Amérique latine, CLADé, pour le droit à l'éducation. Maintenant, nous allons commencer notre événement régional cette année. La semaine mondiale de l'action pour l'éducation était axée sur l'éducation en situation d'urgence. William, je crois que vous pouvez partager l'écran pour moi. Et quel est l'objectif d'aujourd'hui? Nous voulons encourager la réflexion sur le thème idéologique qui a été développé par les gouvernements des Caraïbes et de l'Amérique latine. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de souligner les éléments les plus pertinents pour nous par rapport donc à la garantie des droits. Nous avons des menaces libérales qui empêchent la liberté de notre éducation dans le secteur public. Voilà, je vais inviter Maria qui va partager deux vidéos que nous avons organisées avec nos membres. La première, c'est par rapport à la campagne du Mexique et la deuxième, c'est le réseau euh, de l'éducation sans frontières. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez mon écran? Nous avons 4,8 millions d'enfants qui sont exclus du système éducatif et qui n'ont pas reçu une éducation formelle. Les enfants ne parlent pas l'anglais, ça les empêche de communiquer et d'avoir la possibilité d'apprendre d'autres cultures. L'UNICEF souligne que cela affecte la santé physique et mentale de l'enfant. L'idée, c'est de protéger l'éducation dans des situations de crise en fournissant des propositions pour répondre aux besoins et à garantir l'éducation tout au long de la vie, surtout pour les garçons, les filles, les jeunes. Donc, c'est un appel pour tous qui sont dans le secteur de l'éducation en situation d'urgence, le domaine humanitaire, soutenir les demandeurs d'asile et être plus inclusif et transformateur. Chaque garçon et chaque fille et chaque jeune, chaque migrant mérite recevoir l'éducation. Donc, l'État a la responsabilité de poursuivre l'éducation, le financer et on doit faire les choses en tenant compte de la voix des jeunes et sans eux, et non pas sans eux. C'est important que l'éducation se poursuive même en situation d'urgence. Aujourd'hui, nous voulons éviter donc qu'il y ait de gros problèmes sociaux demain ou à l'avenir. On a une autre vidéo d'un migrant de Haïti. C'est quelque chose que j'ai fait avec Gladé. Écoutons la voix de cette jeune dame qui est ici au Brésil. Est-ce que vous pouvez voir l'écran?
Bonjour, je suis Nomi, je m'exprime en portugais. Je travaille comme anglophone auprès des réfugiés au Brésil, où je suis arrivé en 2013. Et à Haïti, il y avait eu des catastrophes, de tremblements de terre. Et en 2012, ma famille et moi, on a eu l'occasion de venir au Brésil. Ce que nous avons saisi, nous sommes arrivés en novembre 2013 et j'ai commencé l'école en 2014 et voilà, je me suis bien intégré dans le système brésilien et j'ai bien intégré le système brésilien. J'ai dû répéter la quatrième parce que je ne m'exprimais pas bien en portugais. Donc, alors, je suis venu à l'Église catholique qui m'a aidé à améliorer mes compétences linguistiques parce que on n'avait pas eu le temps d'apprendre la langue et j'ai commencé tout doucement à apprendre la langue avec beaucoup d'aide. Et je parle un peu de français et c'était vraiment difficile au départ. J'avais quelques confusions d'ordre théorique, mais à l'école, j'avais expérimenté quelques préjudices à mon égard. Voilà donc des choses que j'ai expérimentées. J'avais un sentiment d'infériorité, je ne sais pas comment le dire en portugais à un moment. Je comprends que à travers l'éducation, c'est une bonne méthode donc pour interagir avec d'autres êtres humains. Et vous avez l'occasion de vous améliorer, dans mon cas, devenir enseignante et de réfléchir de manière critique. Et c'est de cette manière que nous pouvons équiper les étudiants et les aider à se développer et de penser à tout ce qu'ils rencontrent dans la vie et comment se respecter les uns les autres et comment euh, assurer l'inclusion d'autres personnes. Et l'éducation leur donne l'occasion d'avoir des échanges culturels et de parler du Brésil. C'est pas, on n'a pas beaucoup appris à cet effet, mais aujourd'hui nous comprenons pourquoi, lorsque les gens arrivent au Brésil, comment les intégrer cette nouvelle vie et comment surmonter les catastrophes naturelles. Il y a aussi l'immigration. Il y a beaucoup de choses qui impactent notre santé, notre réflexion. C'est important de se respecter les uns les autres. Il y a beaucoup de noirs et d'autres personnes de couleur. Merci. Alors, pour lancer l'événement, je vais inviter Lorraine Salmonis, Florencia, qui va parler du contexte de l'importance de l'éducation pour les populations immigrantes. Ça va, vous m'entendez? Merci à tous les collègues de Claudie. Je suis Florencia.
Je fais partie de réseau. Je suis aussi chercheuse au Brésil. Je suis migrante moi-même. Avec ce réseau, c'est une organisation de société civile en Amérique latine où on fournit une assistance aux migrants. Et c'est quelque chose que nous avons voulu refléter à travers ces vidéos. Donc, avec le réseau social de Claudé, qui est de faire entendre la voix des populations migrantes. Nous sommes là pour réaffirmer quelque chose d'important pour l'éducation. C'est un droit humain universel qui ne doit pas être conditionné par l'ethnicité ou le statut de migrant. Les migrants, surtout les filles, les garçons et les jeunes, font face à beaucoup d'obstacles à l'accès à l'éducation. Donc souvent, c'est renforcé par le contexte politique et les réglementations migratoires restrictives. Il y a des gouvernements qui placent l'immigration au cœur de leur campagne politique. Vous avez beaucoup de craintes au sein de la communauté éducative. Donc, pas seulement pour ceux qui traversent la frontière, mais aussi les familles qui sont déjà établies dans ces pays d'accueil à travers la promotion de manque de confiance et d'instabilité. La majorité de nos pays connaissent des barrières pour l'intégration des migrants. Nous devons être inclusifs et devons être capables donc de fournir une éducation euh, qui est sans discrimination et sans exclusion. Nous avons beaucoup de cas où les étudiants migrants ont du mal à être enregistrés dans le système éducatif national. Souvent, on les inscrit dans des classes inférieures, ce qui cause des résistances, surtout pour les adolescents qui se sentent exclus et qui souvent abandonnent l'école. Vous avez aussi des cas où les étudiants ne peuvent pas faire le travail parce qu'ils ne parlent pas la langue locale et ce qui mène à la marginalisation et la discrimination. Lorsqu'on parle donc du droit à l'accès à l'éducation, on parle aussi donc des adultes qui sont migrants, qui font face à des processus bureaucratiques pour valider leurs études, leurs diplômes, ce qui prend du temps et de l'argent. Quelquefois, ils sont forcés à faire des travaux informels, ce qui est souvent caractérisé par des conditions précaires. Alors, les écoles devraient se retrouver dans une possibilité donc de défendre les droits des migrants. C'est important de créer des sociétés qui sont plus justes, démocratiques, équitables. C'est pourquoi nous devons poursuivre cet appel à une école de qualité, renforcer des réseaux, des alliances entre la société civile, la communauté éducative et aucun enfant ne doit d'être laissé pour compte. Merci. Merci, Florencia. Je vais remettre la parole à Ressources du Mexique par rapport à leur réalité en termes de migration. Merci, Ressources.
Merci. L'éducation sauve des vies. Au contexte mexicain, c'est clair qu'il faut souligner le droit humain à l'éducation, surtout pour les migrants. En ce moment, nous avons des politiques xénophobes de Trump. On parle souvent de l'immigration de criminels, ce qui crée souvent des sentiments de haine. Surtout pour les pays où les gens cherchent des opportunités, c'est souvent des motifs de déportation, donc ils sont souvent pénalisés. Vous avez aussi beaucoup d'attention politique avec toutes ces déportations et les gens qui sont même déjà documentés. Il y a des familles qui disent que le Mexique, c'est le pays qui a le plus de migration dans le monde après l'Inde. Et la plupart des gens viennent pour se rendre aux États-Unis dans près de 90% des cas. Euh, alors, vous avez ces politiques qui sont très nuisibles. Vous avez aussi la majorité des provinces où les migrants arrivent, qui doivent faire face à certains processus en interne, avec les provinces qui sont en orange clair. C'est des provinces où les gens sont refoulés, ce qui cause des déplacements. Les migrants cherchent de nouvelles opportunités de travail et d'études. Par exemple, dans l'État de Puebla, vous avez plus de 30 000 personnes qui ont immigré pour trouver des occasions d'études. Donc, c'est important de modifier les politiques pour aider les migrants. Ceux qui sont déplacés par le crime organisé, vous avez même des villes fantômes étant donné l'activité, la criminalité organisée. Nous avons ce que nous appelons la frontière de la mort parce que c'est difficile de partir du Guatemala vers les États-Unis étant donné la présence des groupes criminels, des trafiqueurs d'organes et des migrants qui sont tués pour transporter de la drogue. Alors, dans le secteur éducatif, nous avons des programmes binationaux pour aider les migrants, mais pour ceux qui viennent, surtout de l'Amérique centrale, nous n'avons pas de politique claire par rapport à l'éducation en situation d'urgence. Maintenant, si vous prenez le cas de l'aide humanitaire dans le pays, nous avons plusieurs groupes organisés de la société civile qui nous aident dans ces situations, qui essayent d'améliorer les conditions, l'infrastructure et l'accès euh, au Mexique. Nous avons aussi des catastrophes naturelles et nous avons eu des déplacements forcés, surtout dus aux catastrophes naturelles, et nous n'avons pas de financement adéquat. C'est difficile d'aider ces gens dans le cadre de leur droit à l'accès à l'éducation. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, ressources. On peut voir que la situation des migrants n'est pas juste une question. Il y a plusieurs questions qui concernent la crise climatique, politique et éducationnelle. Maintenant, on va parler de notre question essentielle par rapport à l'éducation en situation d'urgence dans notre région, la fragilisation donc de la responsabilité de l'État.
Alors, la privatisation de l'éducation, qui a été très, très importante dans notre région, on va demander à Maria de faire la présentation de la deuxième vidéo. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Selon l'UNESCO en Amérique latine, il n'a pas une relation claire pour l'éducation privée. Vous avez les écoles privées, primaires et secondaires. En Amérique latine et les Caraïbes, souvent, il y a la dette qui empiète sur la possibilité à fournir une éducation de qualité. Souvent, il faut que le financement public soit amélioré pour fournir une éducation de qualité. Merci, Maria. Nous vous avons donné quelques informations sur la privatisation de l'éducation et pour aborder ces sujets, nous allons inviter la campagne argentine pour le droit à l'éducation. Marcella, et nous allons aussi demander à William de nous parler de l'importance de l'État et l'absence de l'État en ce qui concerne l'éducation, comment l'État garantit le droit à l'éducation, ce qui se passe dans certains pays en termes de stabilité politique et de libéralisme. Donc, par rapport donc à l'éducation de qualité, Marcella, allez-y. Bonjour à tous. Merci. C'est merveilleux de voir autant de collègues. Donc, ça est une très bonne introduction. La nuit dernière, je pensais que c'était vraiment choquant de voir que l'Argentine est concernée par ce sujet de l'éducation en situation d'urgence. L'année dernière, on travaillait pour aider les autres. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes concernés. Pour moi, c'est terrible. Je vais vous donner un contexte avant de parler de l'éducation en situation d'urgence en Argentine. Nous avons un gouvernement libéral en Argentine et nous avons aussi des gouvernements qui découlent de systèmes démocratiques. Donc, ce qui a fait suite donc à des successions de gouvernements autoritaires dans le passé. Donc, ici, il s'agit donc de situations qui affectent donc l'aspect socio-économique. Il faut dire que c'est pas seulement légitimisé par les votes que le gouvernement puisse fonctionner tel qu'il fonctionne, mais il y a aussi quelques consensus. Les batailles culturelles, lorsqu'il y a un consensus et une libéralisation de l'expression, souvent, lorsque les gens s'expriment, ils disent ils ne parlent pas pour l'État, mais pour le détruire. C'est la situation que nous vivons en ce moment en Argentine. Et voyons comment ça évolue. Alors, dans ce contexte de langage haineux de la part du président qui
fait la promotion de la haine envers ceux qui pensent différemment et dit que les citoyens ne détestent pas suffisamment les journalistes et les gens qui s'opposent au fonctionnement de l'État tel quel. Et il faut également dire que bien que nous avons ces langages haineux, souvent on ne considère pas l'éducation comme un pôle de mobilisation sociale. Donc, que les gouvernements soient de droite ou de gauche, ils mettent en œuvre l'universalisation de l'éducation, l'accès aux universités. Nous avons 7 enfants sur 10 qui proviennent de familles pauvres. Et beaucoup de familles jugent que c'est compliqué d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc, le modèle socio-économique que nous avons souvent ne répond pas aux besoins et au bien-être de ces populations. Donc, le contrat social a été brisé dans ce modèle néolibéral que nous avons. Finalement, nous avons aussi l'État qui a laissé un espace, un peu comme on a observé ailleurs en Amérique latine, ce qui a permis euh, la, la traite de migrants, donc surtout des populations vulnérables et des femmes qui sont euh, victimes de la traite et autres. Alors cette traite d'êtres humains se fait de manière parallèle avec l'absence de l'État. Nous avons perdu beaucoup de vies. Alors comment est-ce que cela impacte l'éducation en ce qui concerne le rôle des éducateurs qui sont des professionnels chargés des enfants? Nous n'avons pas un ministère, mais plutôt un secrétariat qui est dans un ministère chargé du développement social. Donc vous avez ce déficit de financement des politiques sociales. Nous savons que le droit d'éducation ne peut pas être garanti de manière isolée. Donc il faudrait associer plusieurs politiques. Beaucoup de fonctionnaires ont été virés pour surtout le secteur de l'éducateur qui a été impacté. Nous avons parlé donc de ce modèle au Chili et je vais aussi un peu parler plus en profondeur là-dessus. Mais il faut dire que nous ne finançons pas assez les écoles et les universités publiques. Ce que nous faisons, c'est fournir donc aux familles des coupons pour payer à l'école.
Nous n'avons pas un système où il y a donc des responsabilisations claires avec un accent sur le droit des citoyens. C'est important. Le secrétariat de l'éducation a lancé un rapport qui montre comment est-ce que la qualité de l'apprentissage et la poursuite de ces trajectoires se font. Ce qu'on observe, c'est que la pauvreté est associée donc au système éducatif. Donc, on finance l'éducation. Les pauvres vont dans des écoles pauvres où il n'y a pas une très bonne infrastructure. La qualité des enseignants n'est peut-être pas au rendez-vous. Beaucoup ne sont pas payés. Et ce qui affecte l'apprentissage, nous avons un système fédéral. Par rapport donc à chaque province, vous avez un budget. Par rapport au système national, vous avez des systèmes pour les pauvres et nous avons un système similaire à l'apartheid pour les écoles d'une qualité faible. Bon, je vais essayer de résumer ce que je présente et aussi par rapport à ce que le président fait, je parle du consensus social. Nous avons maintenant des lois en Argentine. Donc, la qualité de l'éducation dépend donc de notre capacité à intervenir au niveau de CLADE et d'autres organisations. Donc, quelles sont les mesures que nous pouvons prendre? Donc, c'est important de faire la lumière dans certains cas. Merci, Marcella. Je vais remettre la parole à William de l'Haïti qui va parler du contexte de l'éducation en Haïti par rapport donc l'éducation en situation d'urgence. À vous la parole, William. Allez-y. William, est-ce que vous êtes là? Voilà, vous êtes là, d'accord, William. Bonjour. Allez-y. Vous m'écoutez? Oui, on vous suit.
C'est un plaisir pour moi de participer à ce travail. Merci à Claudie de nous accorder l'occasion de présenter la situation de l'Haïti, donc le sujet de la familiarisation des responsabilités de l'État et la privatisation de l'éducation. Commençons par rappeler l'obligation de l'État haïtien à fournir donc une éducation à tous les enfants, aux jeunes, aux adultes, sur la base du cadre judiciaire du pays. On va présenter des éléments qui montrent les faiblesses de l'État haïtien et les conséquences dans la vie des populations, le droit à l'éducation et la privatisation de l'éducation. Nous avons le premier événement, donc contre l'État haïtien après obtenu l'indépendance en 1894 de la France, où les pouvoirs coloniaux de cette période n'avaient pas reconnu l'indépendance, mais pour eux, pour les Haïtiens, c'était la terre de la liberté, mais pour eux, c'était la terre des esclaves. Vous avez aussi la lutte pour l'indépendance. Et 21 ans plus tard, la France a promu la reprise de Haïti. Donc, vous aviez le roi de France, le roi Charles de France, qui avait demandé le paiement de 150 millions de francs comme condition pour la reconnaissance de l'indépendance de Haïti. Alors, 21 ans plus tard, la France avait émis ce décret, ce qui continue à affecter en termes de millions de dollars qui ont été payés. Souvent, on est obligé d'emprunter de l'argent auprès des banques françaises. Et il y a eu quelques pratiques où des gens étaient forcés de vendre leurs propriétés à des prix îles. Et lorsqu'ils arrivaient au port, ils ne payaient que 50% des droits de douane au niveau de nos ports. Donc, on parle ici des entreprises et des individus français. Alors, avec le manque de, d'espèces pour payer, l'État haïtien a dû vendre beaucoup de bois sur le marché international, ce qui a accéléré la déforestation qui avait commencé dans la période précédente. William est inaudible. La majorité des recettes fiscales du pays sont consacrées aux missions de reconstruction, ce qui affecte l'infrastructure de base pour l'éducation.
Et ça a un impact dévastateur pour les citoyens de Haïti à différents secteurs. Pour Haïti, toutes nos excuses, il y a un problème de connexion avec William, on n'arrive pas à bien se saisir. En 1991, nous avons eu des élections démocratiques et 7 mois plus tard, il y a eu un coup d'État antidémocratique contre le président voté avec le soutien de forces externes. Et il y a eu plus de 5000 personnes qui ont été tuées. Le président s'est exilé aux États-Unis après des négociations et la mobilisation de supporters. Les États-Unis ont renvoyé le président en Haïti avec la protection de 20 000 soldats. Euh, la connexion avec William n'est pas de bonne qualité. C'est l'État qui voulait promouvoir l'éducation, ce qui a un impact pour nous. Donc, la situation se poursuit. Beaucoup de candidats à la présidence et les présidents qui ont encouragé qu'il y ait plus de euh, groupes criminels. Ben aujourd'hui, ces groupes qui avaient commencé en faveur du gouvernement se retrouvent impliqués dans le trafic de drogue. Et vous avez aujourd'hui des gangs et des groupes de jeunes qui tuent et qui ont incendié de larges parties de la capitale et ils causent des déplacements de population. Vous avez plus de 1 200 000 élèves qui ne sont pas scolarisés à cause des activités de ces groupes criminels. Et l'État n'en fait rien. Vous avez plus de 1 000 écoles qui sont fermées, bien qu'il y a quelques écoles qui essaient de poursuivre leurs activités. Dans la capitale, c'est difficile de poursuivre les activités. Donc, pour conclure, l'État haïtien a été systématiquement affaibli par les pouvoirs coloniaux au niveau politique et économique. Et la démocratie n'a pas encore pu être réellement ancrée. Dans le secteur privé, vous avez, malgré la situation, la société civile et d'autres organisations, je parle du droit
humain à l'éducation. Nous poursuivons nos travaux de plaidoyer. Nous faisons face au pouvoir en place qui promet de combattre les groupes criminels, mais c'est pas vrai. Et le ministère de l'Éducation continue de travailler. Merci, merci William. William Tellusman a parlé de l'éducation en situation d'urgence qui euh, a un contexte historique avec ces luttes et l'exploitation coloniale pour la libération. Alors, pour poursuivre ces échanges, je vais euh, faire une petite vidéo qui aborde le matériel chilien. Donc, Consuelo va parler de la violence. C'est juste une vidéo d'une minute. Et ensuite, Consuelo va parler de ses expériences au Chili. Maria, est-ce que vous confirmez que vous voyez mon écran? Oui. La violence se manifeste actuellement dans les écoles. Les conditions de chaque école souvent fait état de la pauvreté. Vous avez les crimes, la violence et l'accent est mis sur donc des problèmes. La violence est liée donc aux conditions de vie. Merci. Parlons maintenant de la violence dans l'éducation. Consuelo, à vous la parole. Merci à Claudie, vous avez 5 minutes. Merci à l'organisation, aux organisateurs et aux partenaires. Vraiment similaire à ce que l'Argentine expérimente en ce moment. Je vais parler du contexte national, notre contexte national. Nous venons d'un modèle néolibéral des années 90 qui n'a pas beaucoup changé ces 45 dernières années, même après la démocratie dans les années 90. On avait toujours deux gouvernements de droite, mais la plupart des choses n'ont pas évolué. Je vais mettre l'accent sur le climat. Nous avons de plus en plus de violence avec des crimes de terrorisme, de trafic de drogue, de corruption et autres. Le problème, c'est que le gouvernement, le gouvernement se demande même pas pourquoi cela se fait en Chili. Il y a beaucoup de pression juridique. Dans la région de Hualmaco, nous avons un état d'urgence depuis 4 ans déjà, ce qu'on n'a jamais connu dans le pays. Donc, ce qui cause beaucoup de manque de confiance et de polarisation.
et de sentiments d'injustice dans la société chilienne. Alors, ce climat de violence qui est existant avec la participation même des médias dans le même contexte. Vous avez le modèle néolibéral qui est observé dans l'éducation avec le sujet de la privatisation, avec des lois qui affectent l'éducation publique. Et la même situation qu'on a au niveau national se répète au niveau éducationnel, avec des crises de l'éducation. Nous espérons lancer un rapport par rapport au système éducatif. Nous avons des garçons, des filles, des adolescents qui ont été sanctionnés parce que ils avaient fait des démonstrations dans les rues. Dans le rapport, on a inclus des affaires qui sont très difficiles. C'est difficile d'ajouter des éléments nouveaux parce que c'est un procès qui est plutôt fermé. Vous avez aussi, comme vous pouvez l'imaginer, souvent c'est lié à des situations des enfants, des garçons, des filles, de leur famille, leur communauté, la santé mentale et les sujets judiciaires ce qui a un impact. C'est donc important de régler le problème de la violence au Chili. Donc, vous avez le ministère de l'Éducation. C'est important d'écouter tous les rapports, tout ce que nous faisons au Chili. C'est soutenir les écoles qui se manifestent. Vous avez aussi l'idée donc d'avoir des détecteurs de métaux dans certaines régions du pays où des forces spéciales sont allées dans les écoles pour fouiller les sacs et le traitement des élèves était plutôt de mauvaise qualité. Donc, je vais vous partager le rapport. Je vais vous le faire parvenir. On avait autour de 200, en 2019, il y avait plus de 700 000 étudiants, élèves qui ont été exclus. Donc, 1252 ont été inclus en 2023. On n'a pas encore inclus les données de 2024.
Nous avons quelques écoles qui ont postulé pour avoir de l'infrastructure de qualité. Voilà, je sais que j'ai pas assez de temps. Je voulais parler du cas d'une personne, donc du réseau Sans Frontières, Mathias. Il a dit il y a 15 ans, il avait été chassé de l'école. Il avait été exclu avec sur la base d'une règle selon laquelle il a participé à des démonstrations. Donc tous ceux qui avaient fait des manifestations hors de l'école avaient été exclus, ce qui a un impact. Et le fait qu'il était migrant et la manière avec laquelle il a été traité, des mesures disciplinaires ont été utilisées contre lui. C'est pourquoi nous adhérons à l'idée de l'éducation en situation d'urgence. Nous voulons faire le plaidoyer. Nous coordonnons et nous pensons que le Chili, merci. Je vais inviter Nelcy Lizarazo, qui est la coordinatrice générale de CLADE, qui va parler de nos luttes, de nos défis dans la région. À vous la parole, merci. Merci, Thaïs. Merci à tous ceux qui sont là et qui pourront aussi suivre plus tard les enregistrements. Merci à la campagne mondiale de l'éducation. Merci de mener chaque année la semaine mondiale de l'éducation. Il y a beaucoup de choses que j'aurais souhaité dire. C'est un problème que j'ai toujours eu. Je vais essayer. Je vais parler de certaines choses qui ont été déjà abordées parce que tout dépend de la situation de chacun d'entre vous dans vos pays individuels. Il faut dire que dans ce dialogue, il y a quelque chose de très évident, malgré le fait qu'on n'a pas pu aborder tout ce qu'on était censé aborder en termes de situation d'urgence. Lorsqu'on parle de l'éducation en situation d'urgence en Amérique latine, malheureusement, on doit parler au pluriel. Ça veut dire que ce n'est pas une seule urgence, mais on parle de plusieurs urgences. Ce qui nous pousse à dire que il n'y a pas une seule éducation en situation d'urgence dans différentes perspectives et différents facteurs. Vous avez parlé et on a parlé depuis des années par rapport à ce qui se passe, par rapport aux gens qui émigrent et qui sont déplacés de force. Qu'en est-il du droit humain à l'éducation? Comment est-ce que l'éducation est impactée donc, par rapport aux expériences qu'on a eues lorsque
Nous avons des projets, nous savons quel est le problème, mais nous savons également euh, que ceux qui disent éducation n'est pas aussi importante parce que souvent, lorsqu'on parle de la mobilisation sociale avec ces plans capitalistes, souvent l'éducation n'est pas une mobilisation sociale ou considérée comme telle. Ce n'est pas notre perspective. Nous disons que l'éducation est l'opportunité de bâtir des projets tout au long de la vie. Donc, des projets que vous voulez voir réalisés, c'est l'occasion. Donc, de ne pas avoir des opportunités d'éducation, c'est de fermer les opportunités d'une meilleure vie et d'une vie réussie. Je dis ça parce que là, nous parlons de la mobilité humaine, des expériences concrètes par rapport à ce qui arrive aux migrants qui ont des occasions d'intégrer la société d'accueil. Une fois qu'ils sont accueillis dans la société, le positionnement de l'éducation a été affaibli et c'est une narrative qu'on doit combattre de toutes nos forces parce que c'est une manière de d'évaluer l'éducation et de réduire l'importance de ces droits. Certains disent que c'est même pas la peine de se battre pour l'éducation. C'est une narrative dangereuse où l'État n'est pas redevable lorsqu'il n'est pas capable d'assurer ses droits. Donc, et cela donne aussi une ouverture pour l'éducation privée. Aujourd'hui, nous avons aussi le climat. Il y a des pays qui, dans le passé, ont connu des cyclones, des tremblements de terre et autres. Généralement, ces catastrophes impactent l'éducation. Et la première chose qui est suspendue, ce sont les cours, les garçons, les filles qui sont invités à rester à la maison. Donc, c'est important de prévenir et de répondre à ces urgences. Vous avez les enfants qui vont à l'école, bien sûr, ils ont la possibilité d'être nourris. Donc, c'est important de trouver d'autres réponses à ces urgences. Nos États ne réfléchissent pas de cette manière. Nous, à la société civile, et sur la base des expériences concrètes, nous pouvons aussi fournir des éléments. Il y a aussi la violence, plusieurs formes de violence. Consuelo parlait de quelque chose que j'ai lu. En fait, vous avez une violence, une forme de violence, et les gens réagissent, du moins les écoles réagissent de manière violente contre leurs propres élèves. Si quelqu'un est censé protéger les élèves, c'est les écoles.
Donc, la violence de la part de l'école à l'encontre des élèves et des enseignants, ça crée une situation d'urgence. Vu l'impact que cela a, comme cela l'a dit, sur la santé mentale des enfants, sur leurs projets quotidiens. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant si je peux pas aller à l'école? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà les questions qui se posent. La réalité, c'est que c'est un cas de violence. Et là, on ne parle pas de violence faite aux femmes, qui est aussi un facteur d'urgence dans le domaine éducatif et qui nécessite également des réponses fédérales. William et Ressou sont aussi parlé. William, je vous dis merci pour l'histoire qu'ils ont raconté, il a raconté sur Haïti. Comment comprendre que ce continent a permis à Haïti de vivre ce qu'ils vivent? C'est embarrassant que ce continent permette que Haïti et sa population soient soumises à cette situation. William et Ressources ont parlé de gangs criminels, des économies criminelles, des réseaux criminels qui impactent la vie de nos jeunes dans les écoles, autour des écoles, les garçons et les filles qui sont à l'école. Là, on ne parle pas d'une ville ou d'un pays, on parle de plusieurs pays, plusieurs villes où on observe ces choses. On parle des garçons et des filles qui se retrouvent impactés parce qu'ils ne savent pas s'ils appartiennent à ces écoles ou à ces communautés. C'est un phénomène que nous expérimentons et ça peut avoir des impacts terribles à moyen terme par rapport à l'avenir de nos jeunes et ce qu'ils devraient être ces prochaines années. Voilà ce que nous demandons. Nous devons demander que les États, ces États fragiles comme euh, Marcella, William et Consuelo l'ont dit, notre rôle aujourd'hui, c'est plus compliqué que c'était le cas plus tôt, mais c'est aussi plus urgent. C'est donc important de voir quelles sont les expériences, ce qui a marché, que ça soit débattu, donc sans craindre qui que ce soit, parce que nous avons beaucoup d'expérience et il y a aussi des solutions, mais nous n'avons pas la volonté politique et des États qui sont capables d'exécuter ces solutions. Mais c'est ce qu'on a fait toute notre vie. Nous demandons et nous mobilisons des gens pour répondre de manière globale à ces urgences multiples par rapport donc à nos garçons, nos filles, nos adolescents et nos jeunes qui sont tous affectés. Nous avons tous les mêmes droits. Je vais m'arrêter là. Euh, donc, on va demander aux gens de s'exprimer pour que on puisse écouter la voix de tous. Merci, Nelsie. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut partager ses expériences ou leurs actions dans le cadre de WAGES. À CLADE, nous avons lancé un projet spécial où on réunit toutes les actions de tous nos pays. Il y a plus de 10 pays qui ont travaillé.
Ces événements soulignent donc le contexte auquel nous faisons face en matière d'éducation en situation d'urgence. Je vais inviter Maria à partager une vidéo sur le projet par rapport à ce que nous faisons à CLADE dans les forums internationaux en Amérique latine et dans les Caraïbes. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous voyez mon écran. Ce projet, et c'est pour présenter donc les activités de tous les membres. Donc, c'est quelque chose que nous mettons régulièrement à jour par rapport aux actions qui ont été menées. Alors, si vous ne voyez pas certaines initiatives, c'est parce que euh, nous avons besoin que vous puissiez donc nous signaler de les inclure. Ici, il faut dire qu'ici, vous avez donc une carte thématique de l'éducation en situation d'urgence et de crise. Alors, et ceci est un outil pour amplifier. Ici, vous avez l'invitation aux événements. Donc, lorsqu'on va terminer, je vais mettre l'enregistrement dans les différentes langues. Donc, vous pourrez suivre lorsque vous le souhaitez par rapport à la semaine mondiale de l'action pour l'éducation. Voilà donc des appels que nous avons lancés en faveur de l'éducation en situation d'urgence. Vous avez aussi certains pays, certains réseaux régionaux et nous l'avons fait selon les informations reçues. On a commencé par Haïti et d'autres par rapport au travail qui a été mené pour l'inclusion, donc afin de repenser l'éducation, dans le cadre de CLADE, vous avez des programmes radio, des articles. Au Chili, vous avez des publications. Nous allons mettre à jour ces documents. Vous avez le Guatemala aussi, la Bolivie. Nous avons eu une présentation, témoignage, pendant la semaine mondiale de l'éducation. Il y a eu quelques témoignages intéressants. Nous vous encourageons à les visiter, à les suivre. En Argentine, nous avons la foire des livres. Vous avez quelques images de la campagne de droit à l'éducation et Rezaldé, qui a fait un forum à l'université où Nercy a participé pour la défense du droit à l'éducation et surtout en situation d'urgence. Et nous avons aussi plus de 25 ans euh, d'historique de semaine mondiale de l'éducation. Voilà, c'est des choses que nous allons continuer à mettre à jour. Donc, vous pourrez nous envoyer vos dernières initiatives et actions et cela va nous servir par rapport au bulletin
numérique, envoyer des photos, des vidéos, des audios. Merci, Maria. Je veux remercier toute l'équipe du bureau régional qui, bien sûr, a combiné les vidéos qu'on a présentées. Merci aux interprètes qui nous ont permis de lever nos voix dans les régions du monde. Et merci donc de nous avoir assistés. Merci aux intervenants qui ont parlé donc de leur témoignage. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, mais je vous invite à continuer à mobiliser dans la semaine. Je ne sais pas si quelqu'un veut parler des jeunes et autres, mais nous allons continuer à lutter pour garantir le droit des droits humains pour l'éducation. Je ne sais pas si Israël est là. Il disait qu'il devait parler de l'événement, des événements de cette semaine. Ressources aussi a envoyé des invitations du webinaire de migration. Alors, on se voit donc dans les prochaines actions ensemble. Alors, je vous dis